Ah là, on est en route, on va bientôt arriver chez Condé Nast où on va rencontrer Franck Zayan, qui est président de la partie e-commerce au niveau international. Donc on a plein de questions à lui poser. Et puis surtout, on a envie d'avoir sa vision en tant que dirigeant sur toutes les évolutions digitales, comment est-ce qu'on met en place une stratégie digitale et au-delà de la stratégie, comment on la met en œuvre. Mais avant ça, on va aller déjeuner. On va déjeuner avec lui, faire connaissance et on est vraiment ravis de le rencontrer. Bon Franck, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui dans votre bureau, on se trouve chez Condé Nast. Condé Nast International. À Londres, et vous êtes président de la partie e-commerce. Absolument. Président e-commerce de Condé Nast. Bon, merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir. L'idée aujourd'hui, c'est de parcourir différents points. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous définir votre parcours, comment vous êtes arrivé ici? Alors, initialement, j'ai un parcours, j'ai une formation technique. J'ai fait des études d'informatique, ce qui veut bien dire que ça peut mener à beaucoup de choses. Et j'ai travaillé j'ai démarré ma carrière comme informaticien. J'ai fait du développement pendant quelques années, avant d'assez vite m'en éloigner, faire du management de systèmes d'information. Et puis, assez tôt, à l'époque de l'arrivée de l'Internet en France, basculer sur ce qui s'appelle aujourd'hui le digital, ce qui s'appelait à l'époque Internet tout court, puisque j'ai rejoint AOL lorsqu'AOL s'est installé en Europe. J'étais en charge initialement des technologies, puis je suis devenu en charge directeur et responsable de toute la partie contenu. Et donc voilà, ce parcours digital a démarré avec AOL dans les années 80, milieu des années 90, et puis après s'est déroulé dans différentes entreprises, plus petites boîtes, des startups américaines qui venaient s'installer en Europe, et puis jusqu'à la création de startups que j'ai moi-même développées et créées avec évidemment d'autres associés. L'une d'entre elles, qui est probablement la plus connue de celles que j'ai créées, s'appelle Sarenza, et vend des chaussures en ligne. Et puis Sarenza, Galeries Lafayette, Condé Nast, le chemin était presque naturel. Ok, très bien. Mais il y a un historique, parce que depuis AOL, ça fait partie des marques qu'on a en tête depuis un bon moment. Sarenza, c'est loin d'être une start-up aujourd'hui. Sarenza est devenue très clairement une PME qui compte à peu près 200 collaborateurs et qui expédie des produits dans une trentaine de pays à travers le monde. Donc oui, ça n'est plus une start-up. D'accord. On va justement parler un peu de la partie Galeries Lafayette. Avant, une des questions qu'on voulait vous poser, c'était, à votre avis, avec le recul, pourquoi est-ce que pour les entreprises d'aujourd'hui, parce que c'est un constat qu'on réalise, pourquoi est-ce aussi difficile et compliqué pour une entreprise d'arriver à prendre ce virage du digital? Alors, il y a sans doute des tas de raisons, et des tas de raisons qui sont liées à chacun des secteurs d'activité dans lesquels se trouvent ces éventuelles entreprises. Mais il y a en tout cas un facteur qui est aujourd'hui d'une évidence assez nette, c'est que le digital vient d'une certaine manière s'insinuer un peu partout. Donc c'est pas simplement une nouvelle orientation, c'est une rupture dans la plupart des cas, c'est une rupture assez franche avec le business model traditionnel de l'entreprise. Si on veut parler de Condé Nast 2 secondes, il se trouve que Condé Nast est une entreprise qui publie des magazines. Il est clair que le digital vient assez largement perturber tout ça. Et il en va de même pour le retail. On parlait des Galeries Lafayette. Le retail a été de façon très importante secoué par l'arrivée du e-commerce. Le e-commerce a été créé il y a quasiment 20 ans maintenant, et ça a énormément changé les choses pour les acteurs traditionnels du retail. Alors, on va rentrer un peu dans le détail sur la partie stratégie, opération après, mais globalement la question c'est, est-ce que c'est plus une difficulté pour les entreprises à appréhender la partie techno? Est-ce que c'est une question d'organisation? Est-ce que c'est une question de compétences? Est-ce que les gens sont formés pour? Est-ce qu'il y a un frein au changement naturel qu'on connaît tous? Alors, je pense ça dépend de l'état d'avancement, du niveau de maturité de l'entreprise. C'est avant tout, initialement en tout cas, une question technologique. En général, les entreprises
traditionnels ont un peu de mal à appréhender les technologies, les nouvelles technologies et notamment les technologies liées au digital. Bon, une fois qu'on a dit ça, il se trouve que pour les grandes entreprises, c'est pas très compliqué d'acquérir les compétences, de découvrir les technologies, de les apprendre et puis finalement d'arriver à les maîtriser. Maintenant, il y a une autre chose qui vient entrer en ligne de compte, c'est que, on va prendre un exemple très concret, quand on parle du retail, la transformation majeure du retail aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'omnicanal. C'est la capacité pour un retailer traditionnel, physique, classique, d'interagir avec son client n'importe où, dans n'importe quelle condition et à n'importe quel moment et à travers n'importe quel device mis à disposition du client. L'omnicanal, pour un retailer, c'est un ensemble de projets. Des projets qui sont parfois extrêmement coûteux, extrêmement complexes, extrêmement lourds, extrêmement longs. Ça veut dire qu'il faut transformer la chaîne marchandise en une chaîne marchandise omnicanal. Ça veut dire qu'il faut s'adresser au client de façon différente. Donc la manière d'aborder la relation avec le client est différente. C'est-à-dire qu'il faut changer les systèmes d'information. Bref, il y a un ensemble de projets qui est assez vaste, qui est assez complexe à mettre en œuvre. Cependant, l'omnicanal ne s'appuie pas que sur ce pilier des projets. Il s'appuie sur un autre pilier qui est au moins aussi important, pour ne pas dire peut-être même plus important, c'est la question de l'organisation de l'entreprise. Si l'entreprise ne s'organise pas pour pouvoir faire face aux enjeux que ces projets omnicanal requièrent de sa part, alors elle ne sera pas capable de les mener à leur terme. Il sera possible de les développer, il sera possible de les démarrer, il sera impossible à une entreprise de mener ses projets à leur terme si l'organisation de l'entreprise n'est pas calée sur les objectifs de ces projets-là. Et ça, donc là on en arrive à un point où la difficulté pour une entreprise, encore une fois, pour reprendre l'exemple du retail, pour une entreprise de retail, de mener ce changement et cette transformation et ce virage digital / omnicanal, c'est justement de changer l'organisation, de faire en sorte que cette organisation soit calquée sur les besoins de l'omnicanal. Il se trouve que les personnes les plus à même, ou les mieux, on va dire, les mieux placées dans l'organisation pour pouvoir faire ces changements, sont justement les gens qui sont les plus impactés par ces changements. Dans une entreprise de retail, quand on n'est pas encore passé à l'omnicanal, on a en général un directeur ou une directrice marketing, et puis dans la plupart des cas, on a un directeur ou une directrice du web. Il se trouve que ces deux personnes-là font exactement la même chose, simplement sur des canaux différents. Le canal devenant sans importance pour le client, il n'y a aucune raison que deux canaux différents soient traités par deux entités différentes. Il se trouve que la question qui se pose là, à ce moment-là aux dirigeants de l'entreprise, c'est comment on fait pour harmoniser tout ça, pour que ça fonctionne bien en général, et en tout cas quand on regarde les exemples qui ont plutôt bien fonctionné, en tout cas les entreprises qui ont pris ce virage, Macy's, Nordstrom, John Lewis, ce sont des gens qui ont changé cette organisation. Il n'y a plus, c'est le cas aussi au Galeries Lafayette d'ailleurs, puisque on en est arrivé à cet état d'évolution, ou ce stade de l'évolution. Il n'y a plus de directeur marketing et de directeur web. Il y a un directeur omnicanal, il y a un directeur client omnicanal. Quelqu'un qui va s'adresser au client, quel que soit le canal par lequel le client va interagir. Et ça, c'est un des fondements de l'organisation de l'entreprise dans la perspective de l'évolution digitale d'une entreprise. On est donc bien d'accord que le digital, enfin, toutes les modifications que le digital apporte ou impose, ce sont des sujets du board, Alors, ce sont des sujets du board, et de la direction générale de l'entreprise, voire de l'actionnaire. Et ça n'est pas simplement une question on va dire d'acceptation par le board de cette transformation. Il faut que cette transformation soit portée et complètement portée par le board et le CEO de l'entreprise. Ça repose. En réalité, le succès de cette transformation repose sur les épaules de l'équipe dirigeante. Et elle repose d'autant plus sur les épaules de l'équipe dirigeante
que dans une organisation de taille conséquente, il faut beaucoup de temps pour mettre en œuvre ces changements. Mais c'est passionnant de voir que voilà, souvent on peut se crisper sur des problématiques qui vont être de l'ordre de l'outil, de la compétence de certaines personnes, par rapport à un marché où chacun va trouver une exception en disant oui mais moi c'est pas pareil, alors qu'à un moment si on remonte ça à l'organisation, oui ça devient plus difficile. La question des outils et des technologies, de toute façon, elle arrivera à un moment. Et elle est importante, parce qu'évidemment que l'intégration des nouveaux outils ou des technologies est essentielle. Il se trouve que ça n'est qu'une très petite part de la transformation globale d'une entreprise. C'est une question d'organisation, c'est une question de gouvernance, c'est une question de vision et de direction générale, et c'est une question de message porté à l'ensemble de l'entreprise. Et si ce message n'est pas porté par les plus hautes instances dirigeantes de cette entreprise, on se retrouve dans des cas de frottement assez fort au moment du virage digital. Il y aura de toute façon déjà des frottements, il y aura déjà de toute façon des réticences. Il y en a déjà, même sans virage à prendre. Donc, okay. En synthétique, si on prend l'exemple des Galeries Lafayette, comment est-ce que vous avez construit la vision digitale et qu'est-ce qui a fait le succès? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on passe d'une stratégie, une vision, à quelque chose d'opérationnel qui va permettre de générer de la valeur ajoutée tant pour le client final que l'entreprise? En fait, c'est un processus. Et c'est un processus qui ne se décrète pas, et notamment qui ne se décrète pas dans des temps très très courts. Il se trouve que pour arriver à mettre en place une stratégie omnicanal, il faut déjà avoir plusieurs canaux. Donc la première étape a été de construire et de développer le canal digital, donc le site de commerce. Une fois qu'on a les deux canaux, il faut trouver le bon équilibre entre la complémentarité de ces deux canaux. Et pour ce qui concerne l'omnicanal, et donc pour ce qui concerne le transactionnel sur différents canaux, dans le cadre d'une entreprise de retail, il faut être très clair sur un point, c'est qu'avant que le canal digital ne rapporte autant d'argent que le canal physique, il s'écoule un peu de temps quand même. Et il faut faire porter ce succès du canal digital par le canal physique. C'est-à-dire qu'il faut que les gens en magasin, il faut que les vendeurs, il faut que les directeurs de magasins et les directrices de magasins soient eux-mêmes impliqués dans ce succès. S'ils ne sont pas impliqués, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'ils n'y trouvent pas un intérêt, ils ne comprennent pas l'intérêt, ils le voient initialement comme un concurrent à leur propre activité. Et donc, s'ils ne sont pas à la fois impliqués et incentivés sur la réussite de ce nouveau canal, eh bien, ce nouveau canal a un peu de mal à décoller. Et il nécessite des investissements considérables pour pouvoir le faire croître. Maintenant, une fois qu'on commence à avoir un peu un équilibre, eh il faut rapprocher ces canaux à travers la construction d'une expérience client qui est sans couture entre les différents canaux. Donc il faut rendre les canaux d'une certaine manière aussi on va dire, il faut les transformer pour leur donner aussi peu d'importance à chacun que possible, en tout cas que ce que considère le client, parce que le client, quand il veut acheter un produit, il veut peut-être l'acheter en magasin, mais il veut peut-être aussi aller le regarder en magasin et l'acheter en ligne, il veut peut-être l'acheter en ligne ou aller le chercher en magasin. Bref, le canal n'a pas d'importance pour le client et il faut faire en sorte que la réponse qu'on apporte à ce point-là ait du sens pour lui. D'accord. Pour faire la passerelle et pour boucler, Condé Nast, comment est-ce qu'on aborde la stratégie? Comment est-ce qu'on prend toute une culture qui est celle du print, d'un support physique qu'on aime bien toucher, qu'on aime bien regarder, qu'on aime bien aller chercher. Comment on le digitalise? La digitalisation s'impose presque d'elle-même parce qu'en réalité, la consommation de l'information et donc des contenus et des contenus de magazines se fait aussi très naturellement par l'intermédiaire des nouveaux supports et en particulier des tablettes. Maintenant, une entreprise comme Condé Nast, elle repose sur deux piliers principaux. Le premier, c'est l'autorité des marques, c'est cette capacité d'influence. Le second, c'est
c'est la diffusion des magazines. Et cette diffusion, qu'elle soit digitale ou qu'elle soit papier, elle est essentielle à l'équilibre qui permet de signer des accords avec des annonceurs, puisque c'est un modèle publicitaire. Alors il se trouve que quand la diffusion change énormément, comme c'est le cas en ce moment, il faut trouver des éléments pour permettre de renforcer ce pilier qui est en train de changer. Un des éléments qui, je ne suis sans doute pas très objectif, mais un des éléments qui me paraît particulièrement évident, une de ces nouvelles sources de revenus, c'est le commerce. Parce qu'on ouvre les magazines de mode ou de high-tech et qu'est-ce qu'on y trouve, de Wired à GQ en passant par Vogue et Glamour, on y trouve des produits, des marques, et on aborde la question des produits d'une façon très différente de la manière dont on l'aborderait dans le commerce. Et on l'aborde par ce côté un peu la magie derrière le produit en réalité. Exactement. Et donc ce qu'il faut, c'est rapprocher ces deux éléments, le contenu, l'éditorial et la richesse de ce qu'on trouve dans les magazines avec la capacité, la possibilité d'acheter ces produits.